le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. C'est avec un royal plaisir, comme à chaque fois, je vous accueille à cette émission de Tout là-haut dans le ciel. C'est un royal ce soir. Nous avons des invités, vous verrez, qui vont vous enthousiasmer, j'en suis absolument sûr. Qui sommes-nous pour les personnes qui ne nous connaissent pas? Tout là-haut dans le ciel, c'est une émission donc TV en direct, hein, vous le voyez bien, et qui est organisée par l'organisation, enfin une petite organisation au sein du mouvement raélien qui s'appelle les Ambassadeurs du Futur. Alors, qui sont les Ambassadeurs du Futur? C'est un groupe de guides raéliens qui a décidé d'aller au contact d'une manière un petit peu directe, diplomatique, vers des personnes qui sont des influenceurs, pour leur parler donc du contenu des messages et leur montrer un petit peu le futur qu'il y a à recevoir, à construire avec ce message des Elohim. Vous êtes des influenceurs vous-même, et c'est aussi pour cela qu'on a édifié, construit cette émission de TV pour que aussi des influenceurs comme vous viennent nous rencontrer et puissent entendre ce que nous avons à dire, à développer, et puis en faire pour vous peut-être une nourriture intéressante, saine, que vous diffuserez autour de vous. Il y a de fortes chances, c'est comme cela que je le vois. Alors, l'équipe ce soir, qui va être dans l'équipe ce soir, pardonnez-moi, il y a Marilyn qui sera là. Elle n'est pas sur le bord de l'autoroute comme la dernière fois où elle était en panne avec sa voiture après être allée manifester, rappelez-vous, hein, pour ceux qui étaient là. Donc Marilyn sera là. Il y a Evangelos qui est à la technique. Il y a Evelyne qui va vous accueillir, elle, pour entendre vos questions, ce que vous aimeriez découvrir par son biais. Il y a Jean-Pierre Saunier, c'est moi, qui va prendre un petit peu la parole, pas trop aujourd'hui. Il y a Jaume qui est un nouvel arrivant avec nous au niveau de la technique, ça va être un réalisateur. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Donc, Evangelos, je vous en ai parlé peut-être, et puis Alcy qui sont là. Voilà toute l'équipe, en fait, qui est là ce soir pour animer cette émission, puis être vraiment avec vous de tout cœur. Alors, qu'est-ce que l'on va dire? Moi, je ne vais plus rien vous dire maintenant pour un petit moment. Je vais passer la parole à Marilyn. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir ce soir. Et un autre plaisir, nous allons accueillir ce soir Nicole Bertrand, qui est guide évêque au Canada, et Yaboni, qui est guide... Voilà, Nicole, et Yaboni, qui est guide évêque en Kama. Je vous remercie d'avoir répondu présent ce soir à cette invitation. Vous aurez l'occasion de vous présenter dans les détails un peu plus tard. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui va nous présenter le mouvement raélien en quelques points. Jean-Pierre. Merci Marilyn. Oui, comme à chaque fois, je vais vous redonner, pour les habitués, ils vont comprendre ce que c'est que le message, si jamais ils l'ont entendu une fois, deux fois, trois fois, 6 fois, 10 fois maintenant. Ça fait rien, vous l'aurez encore, puis pensez qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent et qui vont le découvrir. Qu'est-ce que c'est que ce message? Les fondements du mouvement raélien, c'est tout simple. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'évolution, il y a des êtres intelligents sur une autre planète qui sont venus sur la Terre il y a des milliers d'années. Ils se sont pris un plaisir, un bonheur. Ils ont été heureux de venir sur la Terre dans une mission de terraforming. Ils sont arrivés sur Terre, une planète entièrement recouverte d'eau, et ils ont bâti un continent gigantesque. Il a fallu du temps, ça, croyez-moi, mais ils y sont allés vraiment avec toute leur énergie. Puis derrière eux sont arrivés ensuite des scientifiques un petit peu plus, pointus, qui étaient donc dans la biologie et qui avaient dû interrompre leurs expériences un petit peu trop dangereuses pour la population. Donc là, sur cette terre fraîche et vierge, mais ils sont venus tenter l'expérience de la création de la vie, et c'est ce qui s'est passé. Sur la Terre, elle était nue, il y a eu un continent, des gens sont venus intelligents avec de la science, et ils ont fabriqué toutes les formes de vie scientifiquement. Ils maîtrisaient l'ADN, ils savaient comment l'organiser pour en faire toutes les formes de vie que nous connaissons.
Et ça, c'est extraordinaire. Je voudrais que pendant juste une petite minute, vous vous mettiez à la place de ces gens qui sont venus il y a quelques milliers d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années, qui sont venus dans leurs engins sur une planète vierge pour y créer la vie. Mettez-vous à leur place. Hein? Imaginez en fait l'enthousiasme, parce que vous étiez tous des volontaires, à arriver là et puis créer des laboratoires, installer des laboratoires, prendre les premiers microscopes, les éprouvettes et tout, et commencer à mettre bout à bout des morceaux d'ADN. Mais un instant, mettez-vous à la place de ces gens et ressentez ce qu'ils ont pu vivre pendant tout ce temps-là. Quand ils ont vu les premières formes de vie arriver, bon, les bactéries, c'est vrai, c'est pas très, comment dire, visible, mais c'est enthousiasmant de voir que ça vit. Et puis ensuite, ça a été des premières plantes avec des couleurs, des formes et autres. C'était un régal. Puis ça s'est complexifié, ça a été les poissons, la mer, les eaux, les rivières, et puis les animaux terrestres. Et là, ça se compliquait un petit peu plus, parce qu'il fallait leur donner toute une dynamique, des danses amoureuses, enfin des tas de choses comme ça, des couleurs, des comportements artistiques. Regardez bien les animaux que vous avez autour de vous aujourd'hui, ce sont des œuvres d'art. Et chaque fois que vous allez regarder un oiseau, un animal, un cerf, une biche, un faon, un cochon, peu importe, regardez, c'est une œuvre scientifique qui a été faite par des gens qui ont pris un plaisir fou à faire tout ça. Hein? Mettez-vous à ça, à cette place. Ces êtres qui sont venus du ciel sont venus, ce sont des hommes, des humains, d'une autre planète, et qui nous disent un jour, vous allez partir maintenant à votre tour, vous êtes prêts, bientôt prêts à partir dans l'espace, vous allez reconduire ce que nous on a fait. Vous allez partir dans l'espace et vous irez aussi à votre tour prendre le bâton, le relais, et vous irez créer la vie à votre tour. Oh, vos créatures vous prendront pour des dieux, il y a de fortes chances, parce que vous allez les laisser grandir, comme nous on vous a laissé grandir. Mais aujourd'hui que vous êtes capable de comprendre tout cela, on vient vers vous, avec la science que nous avons, et nous pouvons ouvrir des portes qui vont vous être extraordinairement enthousiasmantes, c'est celle de l'univers et de l'infini, où vous allez rencontrer des quantités de choses extraordinaires. Voilà ce que nous disent ces extraterrestres dans le message qu'ils ont donné à Raël en 1973. Voilà le message, les fondamentaux donc du mouvement raélien, des êtres qui sont venus du ciel, de la science, des créations multiples sur la Terre et tout le système écologique, des gens qui sont venus aussi nous guider, c'était des guides, des prophètes et autres, qui ont guidé l'humanité tant bien que mal au fil du temps, parce que l'humain devait grandir par lui-même, tout seul. Et puis aujourd'hui, être là, au moment où on peut comprendre, voilà les points fondamentaux donc de ce mouvement. À vous maintenant d'entendre ça, d'y réfléchir, et puis peut-être de dire, waouh, si j'aurais pu être là-bas à cette époque-là, mais aujourd'hui, voilà, je pourrais y être bientôt. Ça sera bientôt notre tour. Voilà nos fondamentaux. Marilyn, je vais te laisser la suite, je pense. Je crois que j'ai plus grand-chose à dire. Merci Jean-Pierre, tu as montré là que ces créateurs, ces scientifiques ont pris beaucoup de plaisir et ont eu du bonheur à créer la vie. Et justement, ce soir, le thème de la soirée, ce sera le bonheur d'une personne, d'un peuple ou d'une humanité, comment y parvenir. Donc, tout d'abord, nous allons accueillir donc Nicole. Nicole, merci d'être venue. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagée dans le mouvement raélien? Bonjour à vous tous et merci de m'avoir invité à participer à cette émission. C'est un privilège. Ce qui m'a amené dans le mouvement raélien, j'ai toujours cherché à comprendre, j'ai posé trop de questions, me disait-on. Et heureusement, un de mes collègues en 1977 m'a apporté 2 livres intitulés Le livre qui dit la vérité et les extraterrestres m'ont amené sur la planète en me disant « Il faut que tu lises ça ». Et même si après l'avoir lu, tu ne voulais plus me parler, c'est pas grave, il faut que tu lises ça. Donc, j'ai dévoré ces 2 messages et
ça a finalement éclairé toute ma compréhension du passé de notre humanité. Toutes les pièces de ce grand casse-tête qui nous sont fournies par l'histoire, l'archéologie, tout ça, c'était des pièces de puzzle que je n'arrivais pas à mettre ensemble. Et finalement, en lisant les messages des Elohim, tout s'embriquait avec une seule et unique cohérente explication. Mais ce qui m'a touché le plus, après avoir compris, je dis, bon, j'ai enfin des réponses aux questions qu'on ne voulait pas que je pose. Mais à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et dans le deuxième message, celui qui date de 1975, il y a une partie qui m'a le plus intriguée, m'a le plus impressionné, ce sont les clés. Car non seulement les Elohim nous ont créés, mais ils nous ont aussi donné les moyens d'être plus heureux. Les clés concernent tous les aspects de notre vie, que ce soit la naissance, l'éducation, la sexualité, le travail, la politique, la religion, tous les aspects de la vie et la façon de les aborder avec un esprit plus éveillé que ce que nos traditions nous avaient appris comme réflexion à ces sujets-là. Et pour moi, ça a été, ils nous aiment tellement. Parce qu'ils auraient pu se contenter de nous dire, voilà l'explication de vos origines et maintenant débrouillez-vous. Mais non, dans leur grand amour, ils ont décidé de nous aider en nous donnant ces clés que je vous invite à lire, à relire, car c'est tellement utile pour sortir de la gangue historique qui nous a étouffés, qui nous a empêchés de penser par nous-mêmes. Alors pour moi, c'était une libération. Je m'intéressais déjà au yoga. Bon, alors, quand j'ai découvert les messages, pour moi, c'était une évidence. Tout à fait. Alors, tout de suite, j'ai fait du ménage dans ma vie et puis je me suis impliquée à partir de 1980 pour rejoindre l'équipe fantastique de ceux qui préparent le retour des Elohim sur Terre. Voilà. Super, Nicole, merci. Alors, il y a même question. Donc, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a fait entrer dans le mouvement raélien? Merci. Je m'appelle Yves Bonny, à l'état civil. Et comme je suis né un vendredi et dans ma tradition, dans mon peuple, quand on est vendredi, il y a un nom spécial qui est donné pour les femmes, c'est Aya, et pour les hommes, c'est Yao. Que je m'appelle donc depuis que le prophète nous encourageait à nous intéresser à nos traditions. Donc, j'ai changé mon prénom. J'ai changé mon prénom français pour Ya, comme Yao. Donc, je m'appelle désormais Yaboni. Je suis professeur de sciences physiques de formation, physique-chimie. Et puis, j'ai découvert le mouvement raélien. Je pensais que c'était quelque chose. Attendez, oui, il y a. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je vais vous demander gentiment pour les internautes de fermer les micros parce que quand il se passe quelque chose dans votre environnement proche, on l'entend sur les ondes. Merci de fermer vos micros, c'est gentil. Sinon, je vais les fermer moi d'office. Je t'en prie, tu peux y aller. OK. Donc, je confirme que je m'appelle bien Yaboni. Je suis professeur de sciences physiques, professeur de lycée et collège. J'ai découvert en fait le mouvement raélien en 1985-86, je crois bien. C'était quand même spécial parce que moi, je vivais pendant l'année scolaire dans une ville balnéaire, Grand Bassam, et pendant les vacances de Noël et les grandes vacances en général, je me rendais chez mes parents qui étaient à l'intérieur du pays, au centre du pays, tout maudit. Et là, je suis arrivé pour les fêtes de Noël en 86, je crois bien. Et puis, mon frère aîné, Séverin Bonny, m'appelle dans la chambre, on était tous ensemble, il nous appelle, il dit, venez, je vais vous montrer quelque chose, j'ai découvert un livre formidable, il faut que vous lisiez ça. Il sort le livre, c'était l'édition, c'était jaune-noir, le livre qui dit la vérité. Alors, dès qu'il sort le livre, j'ai un autre frère qui s'appelle Octave Claude Bonny, qui lui était étudiant, en fait, élève dans une autre ville de la Côte d'Ivoire, beaucoup plus loin d'ailleurs, à Boisflé. Alors lui, il dit, waouh! Mais moi aussi, j'ai ce livre, je viens de le recevoir de mon professeur de biologie qui me l'a donné, je l'ai lu, c'est terrible, c'est formidable. Donc, je me retrouve avec deux livres, le même livre en fait,
de deux sources différentes, de deux personnes différentes qui sont tous de mes frères. Et mon frère qui a sorti en deuxième, il dit, moi, c'est mon prof de biologie, il s'appelle Jean-François Aymonier, et c'est lui qui me l'a donné. Et voilà, je l'ai lu, et puis ça m'intéresse. Donc, voilà comment moi je découvre les livres. Et puis, ça m'intéresse dans un premier temps, mais je ne veux pas vraiment m'engager parce que j'étais un peu en conflit avec mes frères. Vous connaissez un peu des histoires d'adolescents. Et donc, je regarde, je m'intéresse. Et moi, je m'intéresse surtout aux chansons du prophète parce que je ne voulais pas lire les livres devant eux. Il ne faut pas qu'ils sentent que ça m'intéresse. Je me cachais, j'écoutais les chansons du prophète quand ils sortaient. Il y avait les cassettes, les bandes VHS, là. Et puis, je m'enfermais, j'écoutais. Et puis, moi, j'ai été touché par les messages, plus par les chansons que par le livre lui-même. Et puis, c'est quasiment 7 ans plus tard, je vais aller au lycée, à l'université, je vais faire les sciences physiques. Mais tout ce que j'avais entendu dire du mouvement raïdien pendant mes études me guidait. Et je découvrais la matière, je rentrais dans le noyau de l'atome, l'infiniment petit, les particules. Vraiment, même quand je faisais les sciences à l'université, j'avais toujours cette chanson des messages qui était en fond sonore pour moi. Et puis, en 1994, je deviens professeur de physique à mon premier poste dans la ville de Daloa. Et un jour, quelqu'un me demande, on me dit, Boni, quelqu'un te cherche dans l'école. Il est venu d'Abidjan, de la capitale, il est venu te voir. Et finalement, je rencontre cette personne dans la cour. Il me regarde, il dit, c'est vous, Boni Yves? Je dis oui. Il dit, je viens de la part de M. Hendri Benjamin, le guide national du mouvement raïdien Côte d'Ivoire. Il m'a demandé de vous contacter pour que vous nous aidiez à organiser une conférence. Voilà, c'était comme un code qui venait de faire. Paf, tout s'est allumé en moi, tout mon code génétique a vibré. Et puis, depuis cet instant, je ne sais pas quelle est cette énergie, d'où est-ce que ça me vient. J'ai foncé à 100 à l'heure, comme si je voulais rattraper les 7 ans que j'avais perdus à tergiverser, à ne pas vouloir faire plaisir à mes frères. Et c'est parti comme ça, comme une fusée. Et voilà, je suis très heureux depuis lors. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de pause. Et c'est parti, c'est du plaisir, c'est du bonheur. Je pense que cette phrase-là a déclenché en moi une onde de bonheur. Et puis, je suis dans ce bonheur depuis toujours, à parler des messages, à voyager comme je peux, à soutenir les idées du prophète. Voilà, c'est ça. Je suis un disciple de Raël, tout simplement. C'est beau ce que tu dis, merci. Donc, c'est toi qui vas ouvrir la soirée. Jean-Pierre t'a demandé à toi et à moi aussi de faire un petit historique du développement du bonheur, toi pour Kama et moi pour le continent européen. Donc, je te laisse la parole pour Kama. Ok, merci. Alors, parler du bonheur en Kama à travers les temps, c'est intéressant, mais en même temps, c'est un peu difficile parce que Kama, c'est essentiellement des peuples à tradition orale. La tradition orale, c'est vrai qu'il est établi qu'il y a eu l'écriture en Afrique en plusieurs points, notamment dans les pyramides d'Égypte et à Méroé, dans certaines zones de ce continent. Mais la difficulté, c'est que l'écriture qu'on utilisait à l'époque, en fait, de l'Égypte ancienne et tout ça, est encore méconnue. Ce n'est pas une écriture qui est vulgarisée, ce n'est pas déchiffré, donc ce n'est pas très, très, très utilisable actuellement. Mais la tradition orale qu'on a pu quand même sauvegarder et nous montre que les peuples africains sont des peuples qui, dans leur valeur intrinsèque, dans leur état d'être, dans leur quotidien, ont des valeurs et des attitudes qui les disposent et les prédisposent à l'état de bonheur. Alors, en Afrique, vous allez constater que tout le quotidien des peuples, et ça, je parle de l'Afrique authentique, hein, que nous partons depuis avant Jésus-Christ, donc dans l'Antiquité, 3000 ans, 2000 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, déjà dans la Bible, on pourrait dire dans la Torah, hein, le livre des rois, on parle notamment de la reine de Saba avec la rencontre avec le roi Salomon, la reine de Saba qui vient d'Afrique, qui vient de l'Érythrée, de l'Égypte et ces zones-là, et qui va voir le roi Salomon avec plein de cadeaux, plein de présents. Hein, c'est comme ça qu'elle va influencer ce roi-là, donc qui va finalement tomber amoureux d'elle. C'est vraiment des cadeaux, c'est des présents. L'Africain, c'est ça, c'est de toujours vouloir faire cadeau, faire plaisir à l'autre. On va voir ça à travers tout le temps, jusqu'à ce que ce continent rencontre l'Occident, rencontre l'Europe, et que de cette rencontre va germer, va jaillir d'autres réalités qui vont un peu, j'allais dire, ternir l'état de bonheur permanent des peuples africains. Alors, donc, depuis la reine de Saba, si on peut remonter jusque-là, en passant par le grand empereur de l'Empire du Mali, celui qu'on appelle Massa Kankou Moussa. La dernière fois, il y a une revue internationale qui disait que c'est l'homme, il a été identifié comme l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité.
devant lui, que ce soit Bill Gates et tout ce que vous connaissez, c'est des pipis de chat. C'est quelqu'un qui avait le sens de la gentillesse, de donner. C'est quelqu'un qui, déjà dans tout le royaume de l'empire du Manding, comme on dit, avait déjà donné, il faisait que des dons autour de lui. Lorsqu'il a décidé dans les années 1200, je pense 1200, aller faire son pèlerinage à la Mecque, parce que déjà l'islam était déjà entré dans cette partie-là. Il est écrit, hein, ça c'est vraiment des historiens, des anthropologues qui le disent, hein, que l'impact de son voyage à la Mecque a fait baisser le cours de l'or pendant les 60 années qui ont suivi. Il s'est déplacé de son royaume jusqu'à la Mecque avec plus de 12 tonnes d'or et dans chaque ville qu'il traversait, il faisait don, il donnait, il partageait sa richesse gratuitement, il construisait des structures, des infrastructures pour les populations. Et donc, c'est ça l'Afrique, c'est l'Afrique du don, l'Afrique du partage. L'Afrique, c'est, comme je dis, jusqu'au XVIe siècle, à la rencontre avec l'Occident, c'est ce qu'il faut retenir de ce continent. Il y a deux concepts qui font peut-être, qui peuvent être la base de ce comportement des Africains. Ces concepts-là, on les retrouve partout, mais ils ont été beaucoup plus mis en avant dans l'humanité, en Afrique australe, avec les peuples Xhosa d'Afrique du Sud. Le concept de Ubuntu, ça vous dit peut-être quelque chose quand on dit Ubuntu. C'est beaucoup connu dans le monde informatique parce que c'est un logiciel, en fait un système d'exploitation des logiciels libres, Ubuntu. Mais à la base, c'est une philosophie de vie, Ubuntu. Quand on dit Ubuntu, ça veut dire de façon littérale, je suis parce que tu es. Alors, c'est une philosophie qui fait comprendre que l'individu, le noir, considère qu'il est dans cette humanité parce que d'autres êtres vivants, d'autres êtres vivants, d'autres humains sont. Et qu'il n'a pas le droit de brimer ou de faire souffrir autrui parce qu'en le faisant, il le fait à lui-même. Il est par rapport à l'autre. Contrairement à ce qu'on peut entendre en Occident, je pense donc je suis, toutes ces pensées. Non, l'Afrique, c'est je suis parce que tu es. L'Africain considère que son existence est conditionnée par l'être et le bien-être des autres. Et ça, c'est fondamental. Ça fait que toute la vie des Africains, depuis l'Antiquité, va être, va s'exprimer à travers de la gentillesse, à travers de la joie de vivre, donc des danses. Tout ce qu'on fait en Afrique, que ce soit pendant les travaux champêtres, on chante, on danse, c'est la solidarité, on partage, on essaie de faire des choses ensemble. Le concept de la compétition n'existe pratiquement pas chez nous. Nos villages, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de propriété privée. Chez nous, vous voyez, dans l'Afrique antique, les villages, les habitations des humains, il y a peut-être une grande clôture pour définir le village par rapport au reste de la forêt, pour ne pas que peut-être des animaux viennent un peu agressifs, mais personne ne définit une clôture de sa maison. Ça n'existe pas chez nous. La propriété personnelle, individuelle n'existe pas non plus. Ce que j'ai, c'est pour tout le monde. Et il y a un anthropologue anglais et ça c'est documenté un peu sur le net, qui serait venu rencontrer des peuples africains. Il a rencontré des jeunes, un groupe de jeunes à qui il leur dit ceci, voilà, vous êtes une dizaine de jeunes, moi je vais vous faire un concours. Il leur sort un paquet de bonbons, les bonbons, des biscuits, des friandises de ce genre. Il dit alors, vous allez courir, vous allez faire une compétition, faites la course, vous allez jusqu'au baobab qui est là-bas, l'arbre qui est là-bas à près de 300 mètres, et vous revenez, le premier à arriver va gagner tout ça. Ils disent, OK, il n'y a pas de problème. OK, on y va pour le concours. Alors, dès qu'ils donnent le coup de sifflet pour démarrer la course, et là, ils constatent quelque chose de vraiment inhabituel, il en est totalement sonné, quoi. Les jeunes gens se prennent tous par la main, les uns les autres, ils se tiennent par la main, et ils se mettent à marcher. Personne ne court, personne ne cherche à gagner. Ils marchent jusqu'à l'arbre, ils reviennent tous ensemble en chantant et en dansant, et ils reviennent tous ensemble, ils lui disent, bon voilà, on est tous venus, on a tous gagné, donne-nous les bonbons. Et puis, l'anthropologue est totalement sonné par cette réaction, alors que parmi ce groupe, il y en avait qui étaient plus grands, qui auraient pu facilement gagner les autres. Personne n'a eu l'idée de remporter, même s'il en avait les moyens. Ils ont pensé à la communauté, ils ont pensé au groupe, ils ont pensé à l'autre. Et ça, c'est basé sur le concept du Ubuntu qui dit je ne suis qu'à travers l'autre. À quoi ça sert, moi, de gagner, d'avoir à moi sur tous ces bonbons pour moi, si l'autre n'en a pas? Chez l'Africain, ce n'est pas possible. Et ça, c'est le fondement du bonheur de l'Africain, parce qu'il considère qu'il est l'autre. Et ça, c'est
c'est ce que nous avons vécu en Afrique jusque quasiment au XVIe siècle, dans les années 1500, lorsque l'Occident va venir. Et il y a un deuxième concept qui va faire que ce continent va baigner dans le bonheur en permanence, c'est quelque chose qui s'est passé en 1200, précisément 1222, donc en plein XIIIe siècle, et ça se passe en Afrique de l'Ouest. Il y a un grand royaume qu'on appelle le royaume Mandé, Manding aussi, ça se dit comme ça, et il y a un grand roi de l'époque qui va proclamer ce qu'on va appeler l'ancêtre, on pourrait dire ça comme ça, l'ancêtre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, j'espère qu'on m'entend toujours. Alors, si vous voyez sur le net, on appelle ça la charte du Mandé, la charte du Manding ou encore la charte du Kurukan Faga. Si vous tapez sur le net, vous demandez charte du Mandé, vous allez voir un peu ce que c'est. C'est 7 articles qui que prône ce royaume-là, mais qu'on retrouve un peu partout parce qu'il s'adresse aux 12 points de l'univers. C'est comme s'il proclamait une déclaration universelle des droits de l'homme à travers l'univers tout entier. Et dans ces 7 articles, ils font allusion à la paix sociale, ils font allusion à l'amour du prochain, ils font allusion à prendre soin des plus faibles, ils font allusion à des valeurs qui permettent à l'Africain de baigner toujours dans un état de bonheur, de partage, de l'être. Et donc, voilà un peu pour parler de l'Afrique authentique, c'est ça, l'Afrique, c'est un continent qui a toujours baigné dans le bonheur. Le bonheur fait partie intégrante de notre façon d'être. Et quand vous regardez même les données, j'ai fouillé récemment sur Google pour chercher un peu, quand on parle de bonheur, c'est le plaisir de vivre. Être heureux, c'est avoir plaisir à vivre. Et donc, l'antithèse du bonheur, le summum du mal-être, c'est le suicide. Et donc, j'ai cherché à comprendre un peu sur la planète Terre, comment est-ce que le taux de suicide se présente dans les différents pays, les différents continents. Et là, j'ai découvert des choses vraiment, ça a conforté un peu ce que j'ai dit, c'est que le continent africain, la notion de suicide, de quelqu'un qui se sent tellement mal qu'il finit par se donner la mort, chez nous, ça n'existe quasiment pas. Et dans les pays qu'ils ont classés, bien sûr, les premiers pays sont des pays européens, américains, la Russie, voilà, les 5 premiers pays, il y a la Russie, il y a l'Ukraine et ainsi de suite. Le premier pays africain apparaît autour de la 50e place, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est plus tellement l'Afrique. La Côte d'Ivoire était tellement colonisée par l'Occident, par la France, que c'est devenu quasiment un petit Paris. Et les comportements aussi. Mais les pays africains en matière de suicide se retrouvent vraiment au bas du tableau. Moi, j'étais au Canada dans les années 2002-2003. J'ai eu le plaisir de rencontrer Nicole là-bas, coucou. Et une fois, j'attendais le métro. Et puis, à un moment donné, le métro n'arrive pas à l'heure. Moi, j'étais un peu surpris. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. Et finalement, on apprend qu'un jeune venait de se suicider. Il venait de se jeter sous le métro. Moi, j'ai été choqué par ça. Comment quelqu'un se jette sous le métro? Pourquoi? C'est un accident? Et quelqu'un m'a dit non, mais que c'est fréquent ici, les jeunes se suicident comme ça. Je n'ai pas compris comment ça peut se faire, quoi. Chez nous, en Afrique, on n'a rien, alors qu'au Canada, les jeunes, même quand ça ne va pas, ils ont le minimum, on leur donne un peu d'argent, RMI, comme on dit en Europe, là. Et puis, malgré ça, ça se tue. Si tu veux bien, Yann, on va développer ce point-là certainement dans la soirée, parce que c'est un point important. Est-ce que tu permets qu'on passe à l'Occident maintenant? Parce que je pense que tu nous as brossé un portrait et un tableau remarquable de l'Afrique et du bonheur. Tout à fait. D'accord. Le temps tourne, mais tu auras encore beaucoup l'occasion de parler de l'Afrique et de ce climat tout au long de la soirée. On va passer, si tu le veux, je te coupe, mais je sais qu'on va profiter de ton élan tout au long de la soirée. On va aller faire un tour du côté de l'Occident là maintenant aussi, avec Marilyn qui va nous raconter quelque chose aussi à propos du bonheur occidental. Oui, donc une autre vision. Evangelos, tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît? Mais avant, je vais donner la définition du Littré ou bien du Larousse. Le bonheur, alors qu'est-ce que c'est? Le bonheur est un état qui est ressenti comme agréable, équilibré et durable
par quiconque estimant être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs, et surtout éprouvant alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé dans tes recherches? Alors, oui, entre autres. Donc, en Occident notamment, on peut distinguer 4 grandes époques. Et donc, d'abord, durant l'Antiquité avec des philosophes, ensuite avec le judaïsme, puis le christianisme, vint ensuite, vers la fin du Moyen-Âge, une autre vision du bonheur, avec la Renaissance, ce qu'on appelait les temps modernes, encore une autre vision, et puis maintenant, aujourd'hui, une nouvelle étape dans le bonheur. Un vrai voyage, là. Oui. Voilà. Donc, durant l'Antiquité, les philosophes grecs, Aristote et Épicure, puis les Romains, Cicéron et Sénèque, s'interrogent sur les conditions qui relient ou au contraire opposent le bonheur, qu'ils estiment durable, au plaisir, qu'ils estiment passager. Ensuite, avec le christianisme et le judaïsme, ces 2 religions promeuvent l'idée qu'il n'est de bonheur absolu qu'au paradis, duquel ont été chassés Adam et Ève. C'est ce qu'on appelle l'alliance, une entente avec Dieu par la prière. Ensuite, à la fin du Moyen-Âge, XIIe, XIVe siècle, la pensée d'Aristote, notamment portée par Thomas d'Aquin, Boès de Dacie, puis Dante Alighieri, et la philosophie qui en découle, alors qu'avant la philosophie n'était que la servante de la théologie, cette philosophie prend son autonomie, elle devient la vita activa, et le bonheur est centré maintenant sur les activités, le travail, l'œuvre et l'action. D'accord. Donc, passé le Moyen-Âge, on arrive à ce qu'on appelle à la Renaissance. À partir de la Renaissance, les temps modernes, avec la découverte de l'Amérique, les débuts de la colonisation, le monde cesse d'être associé au mythe de la création divine. Et alors qu'en Machiavel prône une philosophie politique, le commerce international et que le capitalisme se développe, la vita activa prend encore plus de place et s'ancre alors dans les mentalités. Et là, la question du bonheur évolue dans le sens d'un matérialisme affirmé et parfois même revendiqué. Alors donc, viennent ensuite les intellectuels humanistes, Erasme, Thomas More, Machiavel, Montaigne, qui eux réfléchissent à leur manière d'appréhender le monde par la raison ou la sensibilité et d'y évoluer dans les meilleures conditions. Ensuite, XVIIe siècle, les penseurs continuent à cogiter avec Pascal, Spinoza notamment, dans la philosophie morale, et ils pensent que le bonheur, en fait, est plutôt défini comme un état, et ils préconisent alors les voies pour l'atteindre. Fin du XVIIIe, alors là, une idée neuve du bonheur avec Saint-Just. Le concept du bonheur se sépare totalement de la religion, il devient sécularisé, et il s'ouvre alors la question du bonheur collectif. La démocratie devient un moyen d'atteindre le bonheur par l'intermédiaire des hommes politiques, les élus, et plus globalement l'État, ce qu'on va appeler l'État-providence. Donc cet État-providence a pour fonction de protéger les individus contre certains risques sociaux, tels que la maladie, la vieillesse, les accidents du travail ou encore le chômage. Et on le retrouve encore un petit peu aujourd'hui, cet État-providence. Ensuite, donc, un peu plus proche, seconde moitié du 19e, alors là, le bonheur prend une tournure politique. Pour Marx, le bonheur s'inscrit en termes d'inégalité sociale. Le bonheur, c'est une valeur bourgeoise pour lui, qu'il faut transformer en question politique et plus exactement en facteur d'émancipation politique. Viva la révolution! Et pour Nietzsche, l'homme devient responsable puisque Dieu est mort, et le bonheur consiste en une énergie vitale qui pousse l'homme à accueillir avec joie tout ce qui advient, même le malheur. XXe siècle. Donc, la psychologie et la sociologie prennent le relais sur la philosophie, mais après les ravages causés par les 2 guerres mondiales et la découverte des camps d'extermination, là, on parle alors de paix et de droits de l'homme, et donc on peut dire une création d'une nouvelle Bible internationale des droits de l'homme. Et psychologiquement, le bonheur devient un besoin et un droit. XXe siècle toujours, l'idée d'un bonheur artificiel arrive quand les pays industrialisés sont gagnés par le consumérisme et la multiplication des loisirs. La publicité, elle, devient un moyen d'attiser ses désirs et de propager l'idée que le bonheur se réduit à une simple question de confort matériel.
Donc c'est l'idée du bonheur artificiel qu'on connaît pratiquement aujourd'hui depuis une quarantaine d'années, quoi. Voilà. Et puis donc pour ceux dont la volonté ne suffit pas pour être heureux, la science arrive à leur secours et devient une source de bonheur. Les neurobiologistes étudient en effet les relations chimiques à l'œuvre dans le cerveau de façon à concevoir des traitements médicamenteux qui leur permettront de lutter contre des pathologies comme le stress, le burn-out, la dépression, etc. Et donc c'est là que commence à entrer en action Big Pharma pour lutter contre le bonheur perdu. Au début du XXIe siècle, les recettes sur le bonheur explosent dans tous les domaines. Il y a des livres et des formations sur le management et le bonheur en entreprise. Ça devient une véritable industrie. Le thème du bonheur est partout. Alors, les Nations Unies proclament la journée mondiale du bonheur. Le Bhoutan institue le bonheur intérieur brut, le fameux BIB. Les Émirats arabes unis créent un ministère du bonheur. Et les grandes entreprises instaurent la fonction de responsable du bonheur. Et certains scientifiques entreprennent de mesurer le bonheur, et même des militants de la décroissance défendent non pas un bonheur heureux, mais une sobriété heureuse. Donc au début du XXIe siècle, la notion de bonheur est essentiellement mise en relation avec les conditions de travail, et c'est révélé dans un sondage paru en janvier 2020, où 82% des salariés français estiment que l'entreprise est responsable de leur bonheur. On va avoir de moins en moins de gens heureux avec le chômage qui arrive, si je comprends bien, et qui va se développer à grande vitesse. Ça va être dur. Alors aujourd'hui, les sciences du bonheur constituent un champ de recherche extraordinaire qui regroupe des spécialistes de diverses disciplines humaines, sociales et expérimentales, qui mêlent à la fois des psychologues, des économistes, des sociologues, des philosophes, des historiens, des chercheurs en sciences de l'éducation et des neurologues et cogniticiens. Et ça va nous mener où tout ça? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus simple qui pourrait nous aider à connaître et vivre le bonheur intensément? Au XXIe siècle, une autre voie pourrait être envisageable, et peut-être celle d'une autre civilisation, qui pourrait nous donner des pistes. Par exemple, se reconnaître soi-même et s'aimer, vivre avec et dans des valeurs bâties sur l'amour, agir pour aider la société à élever son niveau de conscience, méditer et activer sa supraconscience, vibrer et résonner en se mettant en harmonie au diapason de l'infini, et puis maintenir cet état tout au long de sa vie. Donc, c'est plus chercher le bonheur, c'est rester dans le bonheur. C'est vrai. Et Gaston Bachelard disait au XXe siècle, pour être heureux, il faut penser au bonheur d'un autre. Magnifique. Magnifique. Merci Marilyn, c'est un beau voyage que tu nous as fait faire. Eh bien, on va poursuivre cette soirée. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes à une autre époque et le bonheur va peut-être prendre une autre dimension. Alors, c'est là qu'on voit la différence entre deux continents. Le bonheur est différent complètement. D'un côté, il y a la façon de vivre, d'être, et de l'autre côté, il y a l'intellectuel qui tourne. Et donc, on va poser, il y a un sondage qui a été fait sur Internet. Et donc, Evelyne, est-ce que tu peux nous relater les questions et puis nous en parler, s'il te plaît? Oui, bonjour à toutes et tous. En effet, le sondage a été fort probant, beaucoup de questions. Donc, tout au long de la soirée, donc Nicole, Jean-Pierre, toi-même ou Lia pourront y répondre. Je vais les énumérer les unes après les autres, hein, et puis au fil de la discussion, vous y répondrez. Donc, entre autres, une importante qui a été énormément soumise. Quand verra-t-on le bonheur s'instaurer sur la Terre? Y a-t-il une culture mondiale à instaurer au plus vite? Ensuite, que faire pour aider une personne malheureuse? Comment être heureux dans la vie et comment conserver cet état de bonheur? Lorsqu'une personne possède tout pour être dans le meilleur confort, qu'est-ce qui peut la pousser au suicide? Qu'est-ce qui fait que nous avons des difficultés à bâtir le bonheur en nous et autour de nous? Peut-on partager son bonheur avec autrui? Le bonheur n'est-il qu'une succession de plaisirs, de joie, de bien-être provenant de l'extérieur de soi? Le bonheur va et vient comme des vagues. Combien de temps dure une vague de bonheur?
Une autre intéressante, est-ce que le bonheur est transmissible et peut-il être génétique? La méditation, la spiritualité apporte-t-elle le bonheur ou est-elle uniquement source de plaisir? Il y en a encore plein d'autres, mais pour l'heure, je vais peut-être laisser la parole et puis on verra par la suite en fonction des réponses qui sont données. Je vous laisse continuer. Merci Evelyne. Alors, une de tes questions, c'était la différence entre bonheur et plaisir. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce que ça change? Donc Nicole, est-ce que tu veux t'exprimer? Ouya? J'y vais, si tu veux bien. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, les Elohim nous ont donné des clés et Maître Raël a décidé, pour nous aider à devenir plus heureux, de structurer chaque année, d'organiser chaque année sur tous les continents des stages pour nous permettre d'apprendre des moyens de développer notre bonheur et de le maintenir en tout temps. Ça s'appelle l'Académie du bonheur ou l'Université du bonheur, Happiness Academy en anglais. Et nous avons eu le privilège pendant les 40 dernières années de participer à plusieurs reprises, en moyenne une fois par année, à des stages nous permettant d'arrêter tout dans notre vie pour décider quelle est la prochaine étape pour renforcer mon bonheur, comment faire pour le développer et le maintenir en tout temps. Donc, je vais me référer aux enseignements de Maître Aya concernant le bonheur. Pour répondre plus directement à la question, quelle est la différence entre le bonheur et la joie? Il y a le vrai bonheur vient de l'intérieur. C'est pas juste une rime, mais le vrai bonheur vient de l'intérieur. Malheureusement, et je pense, en fait, heureusement, je pense que les propos de notre ami Ya nous ont montré que ceux qui habitent le continent africain sont plus proches de cette définition du bonheur que ceux qui habitent les autres continents supposément plus avancés, plus développés, enfin, blablabla. Notre monde matérialiste et économique nous éloigne du bonheur. On nous fait miroiter dans les publicités de télévision que notre bonheur dépend de toutes sortes de choses qui viennent en fait de l'extérieur de nous-mêmes. Que ce soit une belle maison, que ce soit un emploi où on gagne plus d'argent, que ce soit un compagnon idéal. On utilise toujours la femme pour attirer le consommateur, quel que soit le produit. Donc, on nous fait miroiter le bonheur comme étant quelque chose qui vient de l'extérieur. Et la majorité de nos contemporains sont pris dans ce piège d'essayer d'avoir toujours plus. Et ça c'est vrai que l'avoir peut donner de la joie. Mais la grande différence, c'est que le bonheur lui-même vient de l'extérieur, alors que tout le reste qu'on peut avoir, ça vient de l'extérieur. Le bonheur vient de l'intérieur. On dit être heureux. Tu as dit le bonheur vient de l'extérieur, le bonheur vient de l'intérieur. Non, la joie vient de l'extérieur, le bonheur vient de l'intérieur. Désolée si j'ai fait la confusion. Donc, c'est la grande différence déjà de se demander, quand on se dit, pourquoi tu es heureux? Si la réponse qu'on a à donner, oh, je viens d'acheter une super nouvelle voiture, ou si ça vient de quelque chose de l'extérieur, c'est plutôt de la joie que ça nous procure. Il n'y a rien de mal dans le fait d'avoir de la joie. Mais le vrai bonheur, lui, est à l'intérieur. Et le vrai bonheur peut tout à fait exister sans la joie. Le bonheur n'a pas besoin de joie pour exister, autrement dit. Il vient de l'intérieur. Et je pense que les traditions orientales
avec le bouddhisme et les images qu'on en a en tout cas, nous amènent dans cette direction-là. Nous amènent dans la direction d'apprendre à être heureux dans le silence, dans la solitude, juste par le fait d'être. D'ailleurs, le bonheur, on dit « je suis heureux ». C'est donc, ce n'est pas « j'ai le bonheur ». On ne peut pas avoir heureux. On ne peut pas non plus savoir heureux. Donc, pour faire la distinction entre être heureux, qui est un état intérieur d'harmonie, d'équilibre, de plénitude, cet état-là n'a pas besoin des joies extérieures et n'a pas besoin non plus de la connaissance académique, si on veut dire. D'ailleurs, regardons les enfants. Les enfants, même s'ils n'ont rien, même s'ils ne possèdent rien, ils expriment le bonheur. Ils vivent l'instant présent. Ils sont pleinement dans ce qu'ils font au présent. Ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas d'avoir matériel. Bien souvent, avec un bout de carton ou un petit morceau de bois, ils s'inventent une maison, ils sont tellement créatifs que pour eux, même sans ces objets-là, ils pourraient imaginer un nouveau monde. Ils sont dans le bonheur. Donc, le bonheur, c'est un état et ce n'est surtout pas dépendant des objets matériels, ce n'est pas dépendant de notre compte en banque. D'ailleurs, beaucoup, comme Ya disait tout à l'heure, le suicide n'existe pratiquement pas sur son continent, alors que sur les continents où l'avoir est plus abondant, le taux de suicide va très, très haut parce que les gens ont beau avoir, ils sont pris dans l'illusion que leur bonheur dépend de leur avoir. Et comme il n'y a pas de fin à ce qu'on peut avoir, ils sont toujours à la recherche de plus d'avoir et s'aperçoivent qu'ils sont vides à l'intérieur. Et c'est ce qui mène certains à se décourager parce qu'ils n'en auront jamais assez. L'avoir, c'est une addiction, c'est ça comme on dit en français, c'est une dépendance à l'avoir. Et à un moment donné, ils atteignent un plafond, ou ils atteignent un mur où ils se disent « je m'épuise à chercher à avoir, je ne suis toujours pas heureux » et ils décident d'en finir. Donc, les peuples heureux sont les peuples qui ne font pas dépendre leur bonheur ni sur leur avoir, ni sur leur savoir. Donc ça, c'est la base que nous rappelle pendant les stages le maître Ayaraël pour détruire nos illusions de bonheur qui viennent de l'extérieur, comme la joie, comme le savoir, la connaissance, pour nous centrer plus sur le fait de développer ce qui peut nous mettre dans un état de plénitude permanent, qui fait que tout le reste, si on a en plus le savoir, si on a en plus un peu d'avoir, ben, moi, je compare ça à un beau gâteau. Imaginez votre gâteau préféré sans aucune garniture dessus. Mais ce gâteau-là, c'est le bonheur. Si on rajoute un peu de glaçage, des couleurs, des formes, des cerises, ben, on dit bien la cerise sur le gâteau, mais ça, c'est la joie. On peut aussi manger un gâteau avec un peu de sucré par-dessus, un peu de cerise. Il n'y a absolument rien de mal là-dessus, mais le malheur, c'est qu'il y a une grande majorité de nos civilisations, des gens dans nos civilisations, en tout cas en Amérique, qui sont à la recherche des cerises, qui essaient de manger des cerises. Et ton appétit n'est jamais satisfait si tu fais que manger les cerises.
Ils oublient de rechercher le gâteau qui pourrait leur donner ce sentiment de plénitude. On peut très bien manger un gâteau sans aucune garniture et être super épanoui, super équilibré, super bien. Mais bienvenue au reste, si ça vient, mais l'absence de cerise ne devrait pas détruire la beauté du gâteau. Comme l'absence de certaines joies venant de l'extérieur ne devrait pas diminuer la valeur de notre bonheur intérieur. Voilà la nuance. Donc, je saisis que l'enfant, quand on est naturellement heureux, donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose dans le code génétique, et que l'éducation qu'on subit ou qu'on reçoit nous permet soit d'accéder à ce bonheur ou soit de faire disparaître. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Tout à fait. Tout à fait. Maitreya nous dit clairement dans les stages que les Elohim qui ont conçu notre code génétique y ont mis l'aptitude au bonheur. Le bonheur fait partie de notre code génétique. On est né pour être heureux. Donc, on a tous en commun, quelles que soient les nationalités, les races, les régions du monde, dans tous les humains, il y a une partie de notre code génétique qui est là pour nous aider à être heureux. Les Elohim ont créé les oiseaux pour qu'ils soient heureux à chanter, puis ils ont mis dans les humains la capacité d'être heureux avec différents modes d'expression. Donc, certains trouvent leur bonheur. En fait, on est heureux quand on exprime notre code génétique. Notre code génétique, c'est un programme génétique qui habite chacune de nos cellules et qui nous constitue comme un ensemble. Et ce code génétique essaie de nous guider dans la vie à travers toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Il essaie de nous guider vers des endroits où notre code génétique va pouvoir fleurir, s'épanouir. Et c'est dans ces moments-là, quand on fait vraiment ce pourquoi on est fait, qu'on ressent une intensité dans notre vie, une plénitude, un bonheur incommensurable. C'est pour ça qu'on a été créé. Et malheureusement, comme le dit si bien Marilyn, notre éducation, nos éducateurs nous éloignent de notre bonheur. Combien il y a d'artistes qui ont des aptitudes artistiques dans leur code génétique? Combien il y a d'artistes qui se sont fait dire par leurs éducateurs et par leurs parents que, bon, avec l'art, tu ne peux pas gagner ta vie, alors oublie ça. Ne deviens pas ce que tu es. Et j'ai personnellement connu un chirurgien d'esthétique qui était vraiment le plus renommé au Québec. Puis je lui disais, « Wow, c'est génial, tu fais quelque chose que tu adores, puis tu es tellement bon. » Il me dit, « Nicole, c'est une illusion. Ce que moi, je voulais faire de ma vie, c'est de la musique. » Et mon père m'en a dissuadé. Puis l'homme avait à peu près début de quarantaine. Il disait, malgré tout mon succès dans ce domaine où je maîtrise finalement l'esthétique, malgré tout cela, il y a une partie de moi qui a faim de musique. Je n'ai pas fait de ma vie ce pourquoi j'étais fait. Alors, les exemples comme ceux-là, de gens qui ont été éloignés de leur code génétique, de leur potentiel d'expression de leur bonheur et de le faire partager aux autres, je suis sûre que vous en connaissez tous. Et si on répond, ça donne une autre indication, comment savoir qu'on est heureux? Ben, essayons de nous rappeler de quoi on rêvait quand on était enfant. L'enfant, les rêves de l'enfant ne sont pas conditionnés par l'avoir, par le savoir. Et si on se reconnecte à nos rêves d'enfant et puis qu'on se demande, est-ce que j'ai réalisé mon rêve d'enfance?
Si la réponse est oui, ben on a plus de chances d'avoir été dans le bonheur d'exprimer notre code génétique pendant notre vie que si on dit non, j'ai été influencé, on m'a éloigné, mais il n'est jamais trop tard. On peut toujours se reconnecter avec nos rêves d'enfance et exprimer notre code génétique et faire vibrer notre bonheur. Et c'est contagieux. Quand on est heureux, les autres autour de nous le sont aussi. Alors donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, on est responsable de notre bonheur. Oui, maintenant qu'on sait que c'est dans notre code génétique, il suffit de l'écouter finalement. Au lieu de faire dépendre notre bonheur de l'extérieur ou d'écouter les médias qui ont un intérêt à nous faire consommer leurs produits, ben, si on se retourne à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on se dit, ben, maintenant, c'est à moi, c'est ma vie. Ma vie m'appartient. Ma vie, c'est une succession de choix, soit d'écouter mes éducateurs, mes parents, ce que mes grands-parents ont rêvé, qu'ils n'ont pas réussi de faire et qu'ils aimeraient que leur petit-fils fasse, ou quelles que soient les influences extérieures qu'on ait pu subir, on peut décider de tourner la page sur tout ça et dire merci, je passe à autre chose. Donc, devenir heureux, être heureux, c'est un choix. C'est pas l'affaire des autres. C'est un choix personnel. Et les gouvernements essaient de nous faire croire qu'ils sont responsables de notre bonheur. On a toujours le choix de les croire ou pas. Personnellement, j'ai choisi d'être responsable de mon bonheur et de ne pas le reporter à plus tard. Il y a tellement de gens qui disent « Ah, ben, j'aurai toujours le temps d'être heureux à ma retraite. » Mais non, le bonheur, c'est maintenant, c'est à tous les jours. Et la phrase la plus forte, c'est de se dire « Je décide d'être heureux ou heureuse. » Pas « Demain, je déciderai d'être... » C'est pas une phrase au futur, là. C'est « Je décide d'être heureux. » À partir du moment où on le décide, notre cerveau se met en lien avec cette décision-là, puis il fait tout pour écouter cette décision-là. Et il va nous guider pour nous rapprocher de notre potentiel de bonheur et pour nous éloigner de ce qui ne nous rend pas heureux. Mais il faut le décider. Notre logiciel intérieur a été programmé par toutes sortes d'influences, mais décider de prendre notre bonheur en main, c'est décider, à partir de maintenant, c'est moi qui écris le logiciel. Je décide d'ignorer ce qui m'a éloigné de moi-même, de mon code génétique avec mes différences, et je décide de me rapprocher de ce qui me permettra de l'exprimer. Donc, c'est une décision, c'est un choix personnel. On est 100% responsable de notre bonheur. Et quand on décide qu'on est 100% responsable de bonheur, bien, on arrête de se plaindre. On arrête de se trouver des excuses. On arrête de reprocher aux autres de nous causer du malheur. Ça change tout quand on dit « je suis 100% responsable de mon bonheur ». Et se le répéter tous les matins au réveil, « je suis 100% responsable de mon bonheur », bien finalement, votre logiciel intérieur va s'aligner complètement vers l'accomplissement de cette réalité que vous avez choisie. D'accord. Donc en fait, notre cerveau, si on l'imagine comme un ordinateur, ça veut dire que si on surveille les pensées qu'on met dedans, on agit comme un antivirus, on chasse ce qui est mauvais pour nous, et donc on entretient notre ordinateur personnel en fait. C'est ça. Oui, tout à fait, une très belle comparaison. On a dans notre cerveau, en fait, on a dans notre tête, dans notre
on a le logiciel où il y a des pensées qui voyagent dans toutes les directions, en tout temps, qui causent des émotions de toutes sortes. Maintenant, on a un système de surveillance de nos pensées. Ça s'appelle la supraconscience. Donc, au-delà de la conscience, de nos pensées conscientes, il y a une toute petite partie de notre cerveau, quelques neurones à peine, nous enseigne Maitreya, une toute petite partie de notre cerveau qui surveille les pensées qui se véhiculent. Et cette supraconscience-là a le pouvoir de nous dire, attention, tu entretiens des pensées qui t'éloignent de ton bonheur. Et c'est comme un peu, j'aime bien l'image de l'antivirus, où notre supraconscience surveille ce qui vient polluer notre logiciel de bonheur. Il faut être conscient que notre supraconscience est là. Elle est témoin de toutes nos pensées. Souvent, on est absorbé par nos pensées qui prennent toute la place et on oublie qu'on a cet organe de surveillance, de vigilance qui est la supraconscience, qui, elle, regarde de plus haut, si on veut, l'image, qui observe avec un peu de distance et de recul tout le fouillis de pensées qui envahissent notre cerveau. Et le fait de savoir qu'on a la supraconscience, ben, ça nous permet de choisir, d'apprendre à l'utiliser. Et c'est là que les stages que nous donne Maitreya sont des outils fantastiques qui nous permettent d'apprendre le bonheur et de l'entretenir. Donc on parlera des outils tout à l'heure, mais Evelyne, est-ce que tu peux nous rappeler des questions sur lesquelles Nicole ou Ya pourraient répondre? Oui, on a parlé justement de la question, elle l'a peut-être effleuré, la méditation, la spiritualité. Désolée, je n'entends pas. Ah, vous m'entendez là correctement? Ah, là, c'est mieux pour moi. Oui. Voilà, la méditation ou la spiritualité apporte-t-elle le bonheur et où est-elle uniquement une source de plaisir? Et pour ça, justement, Adjira avait justement une question. Donc, si vous voulez qu'on lui cède la parole, on peut le faire vite, vite fait, Adjira. On te cède la parole. Merci Evelyne, bonsoir à tous et à toutes. Ma chère Nicole, du fait que le bonheur se trouve à l'intérieur, dans notre code génétique, il est situé où au niveau du cerveau? Dans quelle partie du cerveau il est situé? Et est-ce que par la méditation, on peut justement faire augmenter cette zone du bonheur qui se trouve à l'intérieur de nous? Alors, ce qui est le bonheur, il est partout en nous, en fait. Ce qui est localisé, c'est la supraconscience. Maitreya nous dit qu'il y a un petit groupe de neurones situés quelque part derrière l'os frontal qui constituent les neurones de la supraconscience. Ça, c'est géographiquement, si on veut, localisé. Mais quand on ressent le bonheur, on le ressent autant dans notre cerveau que dans l'ensemble de notre corps. Donc, il s'exprime partout par une forme, je pense que les mots qu'on peut utiliser, de bien-être intérieur, où tout est en paix en nous. Un sentiment de sérénité intense, comme on se sent comme un lac calme, sans vagues. Mais ça, c'est pas juste dans la tête, le bonheur. Il s'exprime partout dans notre corps. Car les deux sont inséparables, finalement. Même le malheur ne s'exprime pas que dans la tête. Le malheur, il s'exprime, le mal-être s'exprime pas seulement dans le cerveau, dans nos pensées, il s'exprime également dans notre corps, soit notre cœur s'accélère, on respire mal, notre respiration est bloquée, nos mains sont moites. Donc, que ce soit le bonheur ou le malheur, c'est un état d'être général. Est-ce que ça répond?
Très bien, merci d'avoir apporté cette précision. Merci, Nicole. Est-ce que Yann veut ajouter quelque chose? Oui, merci Nicole pour ces informations que tu donnes avec tellement d'éloquence et ça fait plaisir de t'écouter. Et je voulais juste insister sur les méfaits du christianisme, de la croyance en un Dieu, de cette façon, de cette spiritualité qui a amené notre humanité à croire à des concepts comme le paradis et qui, du coup, s'imagine qu'on ne peut être heureux, que le bonheur, ce n'est que là-bas qu'on peut l'avoir et que tant qu'on est sur terre, parce qu'on est pécheur, parce qu'Adam et Ève ont péché, ont mangé la pomme, et donc nous devons avoir le parcours du Christ, de la souffrance sur la croix et tout ça. C'est des enseignements qui éloignent l'individu du bonheur. Quand bien même nous avons tous un potentiel de bonheur en nous, inné, comme tu l'as bien expliqué, programmé génétiquement en nous, le fait d'avoir ces enseignements et de les retourner, de les amplifier au jour le jour dans le cerveau des populations, du coup, le potentiel de bonheur qui est là est inactivé. La supraconscience qui devrait pouvoir, comme tu l'as si bien dit, orienter notre être, mettre le programme de bonheur en route, est totalement annihilé. Il s'endort, on pourrait dire ainsi, et c'est le cerveau pensant qui, lui, va prendre des commandes. C'est un peu comme si on avait un avion, un grand Boeing, un 380, comme on dit là. Il y en a 4-5 pilotes dans le cockpit du pilote, et puis il y a peut-être 500 passagers. Si c'est l'équipe de pilotage qui dirige l'avion, il est sûr que vous allez décoller, vous allez atterrir là où vous voulez partir. Mais si vous laissez les 500 passagers qui ne sont pas compétents ou qui ont de peur, si c'est eux qui doivent piloter l'avion, si c'est eux qui prennent les commandes, c'est presque sûr que vous n'arriverez jamais à bon port. C'est ça la réalité. L'être humain est conçu pour être heureux. Les Elohim nous ont conçus pour être heureux. Le programme de base qu'ils ont mis près de 12 000 ans à concevoir et à implémenter, c'est que nous soyons heureux. Alors, à condition que, bien sûr, qu'on ait un fonctionnement juste de notre cerveau, de notre ordinateur qui est dans le cerveau, qui est dans la tête. Et tant qu'on est sous l'influence de notre supraconscience, tout va bien. Et qu'est-ce qui permet à la supraconscience de prendre le dessus? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les amis de la supraconscience, que j'aime bien appeler. C'est la danse, c'est le chant, le fait de chanter, le fait de danser, le fait de méditer. Ça donne la main à la supraconscience. Et ça ferme le cerveau pensant. Et du coup, l'individu est heureux. Avec toutes ses cellules, depuis les orteils jusqu'aux cheveux, il est heureux. Celui qui médite, celui qui chante, celui qui danse, celui qui est gentil, celui qui prend le temps de faire les choses lentement, avec le sourire, active sa supraconscience. Mais celui qui est dans la peur, qui dit qu'il fait des péchés, parce qu'il a touché son sexe ou quelque chose, parce qu'il a eu une idée, il a envie de sexe ou je ne sais quoi, parce qu'il a mangé une pomme qui est dans le péché, avec ce qu'on dit de l'enfer, qui a peur, et c'est ce que toutes ces religions judéo-chrétiennes ont planté dans le cerveau des populations depuis longtemps. Eh bien, ça donne des individus qui ont plutôt le cerveau pensant qui est toujours actif, parce que la peur, c'est le système limbique, c'est le cerveau pensant qui est amplifié au détriment de la supraconscience. Toute activité que nous faisons dans notre vie qui ne va pas dans le sens de la supraconscience, d'embellir, d'éveiller la supraconscience, a plutôt l'effet de réveiller le cerveau pensant et donc de nous conduire, de nous éloigner du bonheur. Et ça, c'est très important que le raïdien est toujours dans l'individu, pas seulement les raïdiens, mais tous les individus. Et ça, c'est pourquoi dans les messages, moi j'aime bien quand Nicole, tu dis que les clés, c'est formidable. Effectivement, parce que à la porte des clés, à l'entrée des clés, les Elohim nous donnent cette démarche qui active notre supraconscience. Devant toute chose, il faut toujours considérer les 4 plans. Par rapport à l'infini, par rapport aux Elohim, par rapport à la société, sans la suivre. Et bien sûr, par rapport à l'épanouissement de l'individu qu'on est. Quand on pense à ces 4, c'est une méditation, automatiquement, la supraconscience prend le contrôle des choses.
Et donc, c'est très important que nous comprenions que tout autour de nous dans la société, qui est inspirée du christianisme, du judaïsme et toutes ces religions qui ont tendance à mettre l'accent sur les peurs et tout ce qui va activer notre cerveau pensant, qu'on fasse attention dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, à ne pas tomber dans le piège vicieux. Et ça, c'est vraiment le piège de notre société d'aujourd'hui. Il y a tellement de possibilités d'activer son cerveau pensant et si peu de possibilités d'activer la supraconscience que nous sommes amenés à chaque instant à prendre des décisions pour rester dans l'état de bonheur et cela tout le temps. En tout cas, merci Nicole de ton enseignement, ça m'inspire et je suis vraiment tout en joie de t'écouter. Merci. On s'amuse bien, j'espère. Vraiment. Pardon Nicole d'avoir coupé. Je rebondis justement sur ce que disait Ya. Une question m'est arrivée là encore, intéressante aussi. Ça concerne la peur en fait. L'image de soi influe sur l'état d'esprit d'une personne, mais cette image est souvent perçue au travers de l'autre, des publicités, de la mode. Comment sortir de cet engrenage qui au final est une sorte de droit d'entrée dans une société où la marginalité n'est pas forcément la bienvenue, la bien perçue, et retrouver ainsi le pouvoir d'être. Comment amener l'autre à ne plus craindre le regard des autres? En cessant de craindre le regard des autres. À un moment donné, on a le choix d'être malheureux en faisant plaisir à tout le monde autour de nous. Tout le monde nous applaudit, puis dans notre tête, on dit « Fuck, c'est pas moi. Désolé pour les gros mots. » Si seulement ils savaient ce que je suis, et ce qu'ils aiment, c'est une illusion de moi. Combien de temps peut-on vivre en projetant une illusion de nous-mêmes? Et ça m'amène, je l'ai vécu, alors je peux en parler en connaissance de cause. Pour être heureux, pour être bien, en paix avec soi-même, il y a 3 éléments très, très importants qui nous permettent de bâtir notre bonheur et de le maintenir et de détecter un autre outil pour détecter pourquoi on ne se sent pas bien. On fonctionne, entre autres, sur le niveau de la pensée. Alors, on pense des choses, on parle, donc le niveau de la parole, puis ensuite on agit. Pensée, parole, action. Habituellement, la pensée précède la parole et la parole précède l'action. Il y a des fois que c'est l'inverse, mais ce n'est pas toujours dans le même ordre, mais de toute façon, quand on fait les choses pour plaire aux autres alors qu'on ne les ressent pas, ça veut dire qu'on pense d'une certaine façon, on parle d'une façon différente et on agit d'une façon encore plus différente. Alors, on est tiraillé, en fait, on le ressent en nous, hein, on est tiraillé entre ce qu'on pense vraiment, quand on est authentique, quand on est seul avec soi-même, dans notre silence. On pense d'une façon, puis on se dit, si je pouvais seulement avoir la force de dire ce que je pense, de le dire gentiment, de le dire sincèrement, sans chercher le conflit, sans juger les autres, mais juste pour le plaisir de pouvoir dire ce que je pense, vraiment. Pour le plaisir de me sentir connecté entre ce que je pense et ce que je dis. De quoi on a peur, en fait? Qu'est-ce qui nous empêche de dire vraiment ce qu'on pense vraiment? Et d'agir en concordance avec ce qu'on dit et ce qu'on pense, pour que le tout soit cohérent. Qu'est-ce qui nous empêche de faire tout ça et d'être heureux? Le bonheur ne peut pas exister, on le ressent, on est tiraillé. Je pense que c'est le mot qui reflète le sentiment qu'on a quand on fait quelque chose qu'on ne pense pas. On va à l'encontre de quoi? On va à l'encontre de nous-mêmes.
on se détruit, on se diminue, on se dévalorise en se disant « Oh, ils ont tellement de diplômes, ces gens-là. Je devrais les écouter. Ils parlent tellement bien. Je devrais leur faire confiance. » Et quand est-ce qu'on se fait confiance à soi-même? Quand est-ce qu'on s'écoute vraiment? Qu'on écoute notre intuition à nous? Notre intuition, c'est la compréhension instantanée d'une situation. On a un sentiment, on a un feeling, on a un ressenti face à une situation, puis tout à coup, on passe ça dans le cerveau pensant avec toutes les programmations de notre éducation, de nos parents, de la société, des amis, de tout le monde. On passe ça là-dedans, dans le rationnel du cerveau, puis on arrive à se convaincre nous-mêmes que ce qu'on ressent n'est pas valide. On contredit par notre cerveau pensant ce qu'on ressent, et après coup, on dit « Ah, j'aurais donc dû m'écouter. Hein? J'aurais donc dû m'écouter. » Combien de fois dans une journée, on se dit « J'aurais donc dû m'écouter. » Mais écoute-toi! C'est ça la solution. Écoute-toi. Fais-toi confiance. Et là, on revient à l'estime de soi-même. On a tellement investi dans notre éducation sur l'amour que les autres nous portent, sur la valeur que les autres nous donnent, qu'on se dit, ben, ma valeur dépend de ce que les autres pensent de moi, donc je dois la maintenir, sinon je perds ma valeur. Et je pense que c'est cette fausse notion, cette illusion, en fait, cette illusion de la valeur qu'on a comme être humain, notre valeur intrinsèque, on la remet dans les mains des autres. Et puis, on en devient dépendant. On se dit, ben, si je veux être aimé, il faut que je fasse comme tout le monde, finalement, ou à peu près. Il y a des gens qui vont cesser de m'aimer si je dis vraiment ce que je pense. Alors, on cède à la pression, puis on fait semblant de penser comme eux. Puis en dedans, on se dit, menteuse, menteuse. Et un jour, on se dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ma valeur intrinsèque ne dépend pas de l'extérieur. Elle existe par elle-même. Un peu comme Gandhi disait, ce n'est pas parce que nul ne voit la vérité qu'elle devient une erreur. Je vais la traduire dans le contexte. Ce n'est pas parce que nul ne voit ma valeur qu'elle perd sa valeur. Donc, le développement de l'estime de soi fait partie de la démarche pour développer notre bonheur. Et pour développer l'estime de soi, il faut se dire, OK, je suis différent, j'aime mes différences et je vais vivre mes différences. Et certaines personnes qui aimaient l'illusion qu'ils avaient de connaître moi, l'illusion qu'ils avaient de me connaître, s'ils voient que je suis différente de ce qu'ils aimaient et qu'ils ne m'acceptent pas et ne me respectent pas dans ce que je suis vraiment, ben, guess what? C'est leur problème. J'ai décidé d'être authentique, d'être moi-même, de vivre toutes mes différences, de les exprimer artistiquement, si je le veux, par des chansons, des poèmes, par mes comportements, par mes paroles ou par mon silence parfois. Mais j'exprime mes différences en étant authentique. Et à ce moment-là, je développe l'estime de moi-même et je m'aperçois que, ben, regardons ça. Il y a d'autres personnes qui résonnent, qui donnent de l'écho à ma différence, qui aiment ma différence, probablement parce qu'ils se sont eux-mêmes autorisés à être différents et à exprimer leur différence. Quand on fait ça,
on se retrouve avec plein de monde autour de soi qui sont différents, qui s'aiment pour ce qu'ils sont et qui n'essaient pas de nous plaire, qui sont authentiques. Quoi de plus merveilleux que des gens qui, quand ils disent oui, c'est un vrai oui, et non pas un oui pour faire semblant qu'ils sont d'accord avec nous, un oui hypocrite. Moi, j'ai souvent dit, mon plus grand défaut, c'est que je dis ce que je pense. Mais ce n'est pas un défaut pour moi, hein? C'est un défaut pour ceux qui ne sont pas capables d'entendre ce que j'ai à dire. Mais ils ne sont pas obligés de m'écouter non plus, hein? Je ne les force pas à m'écouter. Alors, selon moi, c'est aussi une clé très importante pour développer et maintenir notre bonheur. C'est d'être authentique et d'aligner la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Et à ce moment-là, on est en paix avec soi-même. Et même si j'étais la seule à penser comme je pense, qu'est-ce que ça dérange? Pourquoi je devrais avoir un fan club? Je n'ai pas vraiment besoin de l'approbation des autres pour me donner raison. J'ai mes raisons, j'ai mon raisonnement, j'ai mon sentiment, j'ai mon feeling à moi. Si je suis la seule à penser comme je pense, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un concours. Moi, je ne vois pas la vie comme un concours de popularité. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'ai déjà eu dans ma vie des foules de personnes qui m'applaudissaient et qui me trouvaient super fantastique, super intelligente. Mais je disais en fait les choses qu'ils voulaient entendre. J'étais hypocrite, quoi. J'avais besoin de leur amour, j'avais besoin de leurs applaudissements. Pourquoi j'avais besoin de leur amour? Parce que je n'avais pas l'amour de moi-même. Puis j'ai réalisé à un moment donné que ça, là, c'est un gouffre qui n'en aura jamais assez. Alors, j'ai décidé de boucher le trou du gouffre, un peu comme un entonnoir. Si on verse dans l'entonnoir l'amour qui vient de l'extérieur, ben, vu qu'il y a un trou en bas, il n'y en aura jamais assez. On est toujours à la quête, comme des quêteux d'amour, on est toujours à la quête de l'approbation des autres. Alors, je me suis dit, il y a un trou, il faut que je bouche le trou. Alors, mon moyen à moi de boucher le trou, c'est de dire, oublie les autres et bâtis l'estime de toi-même. Et s'il y a, moi, mon entonnoir est plein, OK? Mon entonnoir est plein. S'il y a des gens qui décident de verser leur approbation par-dessus, tant mieux, tant pis, ça vient pas, ça change pas ma base à moi, la base de mon estime de moi-même. Ce qui arrive, en fait, c'est l'inverse. Quand on a beaucoup d'estime de soi, à un moment donné, l'entonnoir déborde. Et l'amour qu'on se porte à nous-mêmes, ben, on n'en a pas tellement besoin tant que ça. Donc, on est capable de le donner aux autres. Donc, c'est une invitation à vous aimer tel que vous êtes, avec vos différences. C'est tellement beau de voir les différences. Imaginez que les Elohim aient créé des oiseaux avec tous le même plumage, puis en plus, tous la même chanson. Ben, on pourrait dire, c'est beau, c'est un bel oiseau. Ben, il est pareil comme l'autre d'à côté. La beauté de la création, c'est des oiseaux différents en taille, en forme, en couleur, avec des rituels amoureux, tous plus différents, tous plus amusants les uns que les autres, et des chansons différentes. Alors, c'est la même chose pour les humains. Les Elohim n'ont pas créé une armée de robots, ils ont créé des humains avec des codes génétiques différents qui ne demandent qu'une chose. Laissons l'infini s'exprimer à travers nous, laissons notre code génétique sourire, chanter, danser, rire, vivre intensément avec toutes nos différences. Et ben, c'est la clé pour tout à l'heure, une question qui venait, comment faire pour qu'une humanité soit heureuse? Ben, une humanité, c'est faite avec des individus pour rendre l'humanité heureuse. Apprenons aux individus à être heureux et on aura une humanité heureuse. C'est un individu à la fois. C'est pour ça que notre rôle comme être humain, c'est d'être heureux
Et les gens autour de nous, ben, sans le vouloir, sans le chercher, ils vont oser être différents si on ose être différent. Ils vont se libérer de leur peur si on leur montre qu'on n'a pas peur. Ils vont exprimer leur côté artistique, leur folie, leur humour, whatever qu'on a à exprimer. Ils vont le faire aussi si on est là, puis on le fait, puis on rit, puis on ose rire de nous-mêmes, même quand on fait des bêtises. Voilà, c'est tout. Vivons. Libérons-nous. Alors, merci Nicole. Dans le mouvement raélien, il y a quelque chose qui est très très important, c'est de savoir jouir de ses sens. Et la science éclaire ça, puisqu'elle dit que, en fait, par exemple, quand dans un grain de blé, une pousse de blé, on lui fait entendre du Mozart, il poussera beaucoup plus vite et mieux que si on lui fait entendre du hard rock. Il y a une autre recherche scientifique, ça c'est Marcus qui nous l'avait appris, quand on demande par exemple à des malades mentaux de marcher avec raffinement, leur état d'esprit s'améliore. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plaisir des sens? Est-ce qu'il faut aussi sélectionner notre environnement, ce qu'on va sélectionner par nos sens? Est-ce que ça contribue à notre bonheur? Est-ce qu'il faut sélectionner ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc.? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Nicole, avant toute chose, est-ce que tu me permets de passer peut-être un visu de ce que des Raéliens entendent du bonheur? Mon cher Jean-Pierre, tu es le chef d'orchestre. Oui, mais... Alors, c'est toi qui as la partition. C'est choisi. C'est choisi, cher Jean-Pierre. La question de Marilyn, on la met de côté tout de suite après, mais j'aimerais qu'on passe une petite image justement des Raéliens, leur vision du bonheur. Tu es d'accord, Evangelos? Le bonheur, c'est tout simplement un état de bien-être qui vient du fond de nous-mêmes et qu'on peut générer, choisir et développer, d'abord en s'aimant soi-même, en donnant de l'amour aux autres, en se liant au Créateur, en se connectant à l'infini. Et on peut aussi faire tout ça ensemble grâce à la méditation. Le bonheur pour moi, c'est de donner, donner et donner. Tout donner sans rien attendre en retour. Le bonheur, c'est ce que l'on crée à l'intérieur. Le bonheur, c'est surtout de ressentir la paix intérieure et l'harmonie dans la solitude et la beauté de l'instant, dans l'unité avec le vivant. Pour moi, le bonheur n'est pas dans la complexité du tout, ni dans la multitude, mais dans la simplicité et l'unicité, dans l'unité avec tout ce qui nous entoure. C'est un instant d'éternité, en fait. C'est un état de plénitude que j'ai décidé de faire vivre en moi, à chaque instant de mon existence, et cela, quoi qu'il arrive en moi ou ailleurs. C'est un état qui me donne surtout la liberté, la joie, l'amour, et l'amour envers moi-même, bien sûr, la vie et les autres. C'est ça pour moi le bonheur. Merci, merci. Je te redonne la parole, Nicole. Bien, écoutez, je vais plutôt demander à Marilyn, parce que moi, je perds un peu la vue de l'ensemble du programme de la journée. Et le temps passe, mais on ne le voit pas passer, je pense. Moi, je ne le vois pas passer, peut-être parce que je le vis très intensément. J'espère que vous passez un bon moment aussi. Alors, Marilyn, dis-nous, on pense à quoi? Qu'est-ce que tu en penses?
Donc, on voulait parler donc des sens sélectionnés dans ce qu'on reçoit par nos sens, qui est important pour ce qu'on met dans le cerveau. Et puis, tu voulais parler de la peur et tu avais 3 petites vidéos aussi. Donc, on a encore 4 vidéos à passer. Donc, sur la peur et peut-être sur le rire, le raffinement et puis la gentillesse. Voilà. D'accord. Alors, ce que je vous suggère maintenant, c'est d'écouter le maître Aya Raël nous parler du bonheur et nous donner des outils supplémentaires. Des outils très, très simples et très concrets. Alors, on va se préparer à entendre une première vidéo, très brève, mais très puissante. Ça se passe, en fait, durant une université du bonheur qu'il donne au Japon. Donc, vous allez l'entendre parler en anglais, vous allez entendre aussi la traduction en japonais, mais vous aurez des sous-titres en français. On se retrouve tout de suite après. Golden rules. Do, think, say everything in your life. One, slowly. The world is sick of high speed. High speed connection, high speed internet, high speed train, high speed depression, high speed drug. People want to take a pill and immediately feel happy. High speed sleeping pill. Take. Like this poor Michael Jackson. Sleeping. Forever. Speed is the enemy of supraconsciousness. Remember, supraconsciousness is not racing a horse. It's a snail. A snail is very slow. I love this joke of the snail climbing on the turtle. And suddenly the turtle starts moving. And the snail say, wow! The turtle is too fast. Supraconsciousness is a snail. Everything you do, try to do it slower. If you think you are slow, do it 2 times slower. If you think you are too slow, do it 2 times slower. Albert Einstein, a genius, at school, there's still the note of the teachers. Intelligent but too slow. Poor teacher. Yes, slow. Because he was feeling. When others were making numbers, he was dreaming. Very slow. Everybody who is intelligent is slow. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut être heureux rapidement? Ça semble illogique, hein? Dépêchez-vous, il faut être heureux. Pour être heureux, il faut prendre le temps d'être heureux. Et je pense que je vais céder la parole à Ya.
parce qu'il peut parler du contraste entre les deux continents beaucoup mieux que moi, concernant la vitesse à laquelle les gens pensent vivre. Merci, merci Nicole. Wow, c'est ce que Maître a dit. Et, j'étais vraiment dans le rêve, quoi. Tout à l'heure, je revivais des scènes d'ici en Afrique, de nos salutations. Lorsque dans les villages, les personnes vont se lèvent le matin, ils vont rendre visite les uns aux autres, ou même quand ils vont au champ, quand ils vont à leurs occupations quotidiennes, ils prennent leur temps, quoi. Quand ils se croisent dans la rue, les salutations ici chez nous, c'est minimum 5 minutes. On va se regarder dans les yeux, on va se prendre, se toucher physiquement, demander des nouvelles de chacun, comment tu as dormi, et ta compagne ou ton compagnon, les enfants. On va demander après les enfants. C'est-à-dire, c'est 5 à 10 minutes, on prend le temps de se dire. Ailleurs, le bonjour, c'est. Vous voyez comment ça se passe, on arrive au travail, bonjour, bonjour, et puis chacun est parti. Mais ici, c'est tout autre chose. C'est vraiment ce que Maître a dit. Tout ce que l'on fait, initialement, hein, je dis toujours ça, c'est dans l'Afrique authentique, hein, on prend le temps de le faire. La notion, la rapidité, quickly, speed, c'est pas du tout c'est pas des choses qu'on connaît ici, qu'on connaît maintenant, bien sûr, avec la colonisation, mais dans le passé, nos parents, tout se faisait lentement. Et je pense que toutes ces pratiques, c'est tellement que les Elohim les ont s'aimer un peu partout sur la planète, dans tous les peuples. Mais en fonction des réalités, de l'évolution des populations, c'est tellement que c'est perdu. Ils ont, voilà, en fonction des mais il faut dire que pour Kama, en tout cas pour Kama ici, dans toutes les pratiques, dans tout ce qui est fait, il y a cette tendance à... On a même l'impression qu'on est trop lent, quoi. Mais comme il a dit tout à l'heure dans la vidéo, là, quand tu penses que tu es lent, c'est là même qu'il faut faire encore 2 fois plus lentement. Et c'est quelque chose qui permet à la supraconscience de s'exprimer. Et par contre, nous, on a toujours été éduqués par la suite, hein, avec le christianisme, avec la colonisation, à chercher à faire des choses rapidement. Vite, 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 il faut faire les choses rapidement. Et ça nous éloigne de nos cultures, ça nous éloigne de l'être. Ça nous éloigne de l'être. Et là, c'est une vraie prise de conscience. La première fois que j'ai revu cette vidéo, ça a été un choc pour moi-même, une remise en cause de notre mode de vie. C'est vrai, il y a des conditions dans lesquelles, quand on va à l'école, quand on te donne un devoir à faire en 1 heure ou 2 heures, tu peux pas te permettre de dire que je vais prendre mon temps. C'est sûr qu'il y a des conditions de travail qui nécessitent d'être rapide. Mais quand on sort du train-train quotidien, du travail et tout ça, il faut se donner le temps de vivre, quoi. J'allais dire, il faut travailler, peut-être faire en sorte que la grande majorité de notre vie, nous prenons le temps de la vivre. Lentement, doucement. C'est comme si on dégustait quelque chose de succulent. Il faut prendre le temps de goûter, il faut prendre le temps de humer la vie, il faut prendre le temps de ressentir la vie, il faut prendre le temps de la mâcher. Et c'est ça qui, finalement, donne tout son sens au vivant. Et en tout cas, moi, je suis très, très, très touché par cette vidéo et je voudrais vraiment encourager toutes les populations. Je suis persuadé qu'ailleurs aussi, il y a ces enseignements-là qui ont existé. Peut-être que c'est perdu. C'est vraiment qu'on retourne vers ça. Parce que le monde occidental, c'est qu'on nous donne de la société aujourd'hui capitaliste. Le fait de vouloir tout accélérer est anti-bonheur. C'est des attitudes, j'allais dire, bonheuricides, qui tuent le bonheur en nous. Et ça, c'est vraiment important de nous ressaisir par rapport à ça, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de ressentir les gens, de se ressentir soi-même et de donner de l'amour. En tout cas, merci encore, Nicole, pour le choix de cette vidéo de Maître. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment. Je t'aime, Nick. Je t'aime. Attends, il y en a une autre qui s'en vient. Okay. Alors, juste avant qu'on passe l'autre vidéo, pendant que notre ami se prépare, dans la tradition orientale, vous avez tous entendu parler du yoga. Hein? L'image du yoga, c'est de procéder lentement et consciemment à tous nos gestes.
Mais savez-vous ce qu'ils ont réussi à faire en Amérique? Ils ont réussi à faire du speed yoga. Wow! C'est pas possible. Il faut le faire. Ils ont réussi à faire du speed yoga. C'est le monde à l'envers. Ils n'ont rien compris. Mais on peut en rire parce que c'est fou à ce point-là. Alors, si on est prêt, on peut passer à la deuxième. C'est en fait la continuation du segment qu'on vient de voir pour nous donner un deuxième outil. Et on va revenir ensemble tout de suite après. Excuse-moi, Marilyn, je passe... je t'ai volé ton rôle un peu, mais... Vas-y. OK. Kindly. Kindly. Everything you do, slowly and kindly. Being kind with other people. Be kind with yourself. This is like, now it's like something people think it's not important in life. Kindly. Always thinking about, if you have to think about love. Love is kindness. So do everything slowly, kindly. That's the most important. Alors, oh. Wow. Mais ce que Yann nous décrivait tout à l'heure sur la façon dont les gens vivent et le temps qu'ils prennent à vraiment écouter les gens auxquels ils s'adressent sur leur trajet, dans toute leur journée, mais c'est de la gentillesse. On est tellement, dans nos civilisations, on est tellement pressés qu'on bouscule les gens. On leur dit « ça va ?» Puis on fait un signe, autrement dit, surtout ne réponds pas non, parce que je n'ai pas envie d'entendre la réponse. Hein? Parce qu'on vit trop vite, on oublie d'être gentil, on oublie finalement de donner de l'amour. L'amour, c'est délicat parce que c'est souvent associé à la sexualité, mais la gentillesse, être gentil envers soi-même, être gentil envers les autres. Ya, à toi. Rajoute-en une couche, s'il te plaît. Plaisir, c'est vraiment avec plaisir, Bédic. La gentillesse et aussi la reconnaissance. Je crois que c'est deux facettes d'une même pièce. Être gentil, faire des cadeaux. Tout à l'heure, dans le témoignage, il y a je crois, c'est Likara qui disait mon bonheur, c'est de donner, c'est de donner. Oui, quand le cerveau fonctionne bien, quand on est dans la supraconscience, on produit de l'amour, on produit de la gentillesse, on a envie de faire cadeau à tout le monde. On partage, on est dans une de nos valeurs, aider de partage. Et la gentillesse, c'est un fruit de l'amour. C'est un fruit de la supraconscience. Quand quelqu'un est dans cet état, il ne peut qu'être gentil, il ne peut qu'être aimant et aussi reconnaissant. C'est pourquoi moi, je voudrais encore exprimer toute ma reconnaissance là à l'équipe de Tout là-haut dans le ciel. Ce que vous nous faites, c'est des cadeaux que vous nous faites à tous les rayons de la planète, à toute la planète même, tout simplement. C'est de la gentillesse que vous nous donnez, vous nous gratifiez des choses. Vous prenez de votre temps pour préparer tout ça, pour offrir à l'humanité. Moi, je voudrais vous dire merci à vous tous, et grand merci spécial à Maitreya. Vraiment, merci Maitreya pour ce que tu fais pour cette humanité. C'est de la gentillesse, c'est de l'amour. Et voilà quoi. Nicole, moi ce soir, tu me mets pratiquement en transe. Hein, l'équipe là, moi, on est peut-être à des kilomètres à des distances, mais c'est comme si j'étais avec vous, près de vous, comme si vous me touchez de vos mots. Je me sens vraiment très ému et très... Ma flamme raïdienne s'amplifie, quoi. Rien qu'à vous écouter, à vous voir. En tout cas, merci. Vraiment, merci beaucoup.
Tu es tellement le bienvenu. Et je partage. Et on va maintenant voir un autre moyen que nous suggère Maitreya pour cultiver notre bonheur au quotidien. Une fois qu'on a décidé d'être heureux, avec le troisième, vous allez voir, ça ne sera pas triste. Everything you do, do it slowly, kindly, and laughing. Remember the Buddha? Laughing Buddha. Everything, especially serious thing. If there is something serious, it's time to laugh. Because the seriousness is a poison of your brain. Slowly, kindly, laughing. Slowly, kindly, and laughing. I want you to repeat it like a parrot, because you have to say it to yourself every day. Huh? We do together? In your language, huh? Slowly, kindly, laughing. Say it to yourself as often as possible. There are 3 magic words. Et wow, quel plaisir d'écouter, de se reconnecter avec le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes qui nous dit « Ralentissez, donnez de l'amour, des petites gentillesses autour de vous et riez, surtout quand c'est sérieux. » On se prend tellement au sérieux. C'en est triste. Alors, encore là, moi, je pense que je vais laisser la conclusion à notre ami hier, parce que s'il y a un continent sur lequel la population en général applique déjà dans sa nature profonde, en oubliant les dégâts des colonisateurs, les dommages qu'ils ont faits à la population, quand ils retournent à leur source à eux, ce sont probablement, c'est là que je connecte avec ce que Maitreya disait, qu'on ne peut pas sauver l'humanité sans sauver l'Afrique. Parce que c'est eux qui sont les plus connectés à cet enseignement du bonheur. Je pense qu'on devrait tous se faire le cadeau d'avoir un stage en présence d'un groupe de Raéliens du Cameroun, d'Afrique. Se faire ce cadeau-là pour réapprendre à ralentir, réapprendre à être gentil sans rien attendre, puis réapprendre à rire pour rien, quoi. C'est juste être vivant. Juste être vivant, c'est une raison pour rire. Alors, je te laisse la conclusion, chérie. Je suis désolée, Marilyn, mais je vois que le temps est limité, mais l'intensité y est. Tout va bien. Wow. En tout cas, vraiment, merci encore. Je pense que ces trois derniers mots, ces mots magiques, on peut dire comme ça, que le prophète vient de nous rappeler, c'est l'essence même de l'être. Et c'est à l'entendre, on prend conscience que le prophète Raël, c'est un prophète, quoi. C'est un prophète, c'est quelqu'un qui est au-dessus. Quand vous voyez dans les dictionnaires, dans tout ce qui est intellectuel, le concept du bonheur, un peu partout sur le net, il est vraiment à une autre fréquence, quoi. Son approche, son enseignement sur le bonheur est en rupture totale avec tout ce que les penseurs, les sachants, comme on pourrait dire, ont pu enseigner sur le concept. Son enseignement sur le bonheur est limpide, est d'une qualité, ça se boit, c'est digeste, c'est quelque chose de vivant. C'est pour ça que j'aime, comme dit bien de Guy avec Karim, le prophète Raël, c'est un prophète. C'est dans ces choses simples-là qu'on ressent sa dimension. Il est exceptionnel, il parvient
à ramener des concepts aussi complexes que le bonheur à des choses aussi simples que la lenteur, la gentillesse et le rire. Il faut le faire, quoi. Il faut le faire et vraiment, je ne sais pas s'il faut parler de mot de la fin. Est-ce qu'on peut finir vraiment ça? Est-ce que ça peut finir? Même quand on va couper la connexion, je crois que ça va continuer dans nos ménages. On va vivre ça. C'est comme une méditation, quoi. Ça va se prolonger. Chacune de nos cellules va s'imbiber de ce qu'on a vécu, qu'on vit actuellement. Et ça va se poursuivre. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Et Nicole, je ne peux pas conclure, je t'assure. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. C'est une ouverture sur l'infini. Je ne saurais mettre fin à l'infini, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est de l'infini, ça s'exprime. Et vraiment, je suis heureux d'être là en cet instant avec vous. Et je voudrais qu'on profite pour avoir une pensée toute spéciale. Déjà, à toutes les populations de cette planète Terre, on puisse leur souhaiter la paix. La paix, le bonheur. Que chaque être humain sur Terre puisse dans sa vie vivre sous la direction de sa supraconscience. Que les supraconsciences de chaque être humain soient activées comme les étoiles dans le ciel de la nuit. Et que toutes ces supraconsciences fassent un feu d'artifice et que depuis là-haut, les Olim, nos pères créateurs, voient cette beauté de la création. Paix sur la terre. Paix en Palestine. Pensée spéciale pour les populations là-bas. Oppresseurs, opprimés, tous sont malheureux. Car celui qui fait du mal est aussi malheureux que la victime. Ayons une pensée spéciale pour ces personnes. Ayons beaucoup de compassion parce qu'elles sont tellement malheureuses qu'elles font du mal. Paix à tous les hommes de bonne volonté. Que l'amour des Elohim soit sur nous. Que le sourire du Maîtria illumine nos vies et que notre disposition à accueillir nos créateurs, les Elohim, notre enthousiasme à les accueillir soit toujours vivant. Nous sommes à quelques années de leur retour et pendant ces derniers moments, plus que jamais, nous devons être debout comme un seul être pour leur retour. Je vous aime, je vous remercie. Merci à tous. Merci. Merci Ya pour cette belle méditation pour la paix. Merci pour tout ce que tu nous as dit, pour tout ce que tu nous as montré du continent Kama. Merci Nicole pour toute ton expérience, tout ce que tu as fait passer, les choix que tu as fait aussi, c'était magnifique. Et donc on va conclure maintenant cette belle émission, qui était vraiment une très très belle émission. J'avais presque les larmes aux yeux pendant la méditation. Et on va peut-être annoncer les événements pour les prochaines semaines. On a parlé du bonheur, Evangelos. Non, pas celle-là, l'autre où il y avait les événements. Donc il y avait un stage raélien en Kama, voilà. Et donc un stage raélien en Kama, je ne vois pas, mais c'est du 22 au 24 mai. Et ensuite, du 5 au 6 juin, il y a l'Université du Bonheur en ligne. Donc, si vous voulez plus d'informations, en Europe, l'Université du Bonheur. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur elle.org. Vous y trouverez aussi des informations sur ce qui se passe au Canada, puisque Nicole est du Canada. Je vous invite vraiment à aller sur elle.org. Si les informations n'y sont pas encore, retournez-y, vous y découvrirez plein de belles choses. Donc, voilà, on a fini, je pense. Jean-Pierre, est-ce que tu veux conclure? Je suis le chef d'orchestre qui conclut alors. Ben voilà une annonce aussi, là, la prochaine émission, Tout là-haut dans le ciel, ça sera l'amour des différences. Là aussi, il y a énormément de choses à dire, à révéler, à témoigner. Donc je vous invite vraiment le samedi 5 juin à 20h à être parmi nous. Invitez beaucoup de vos amis, hein, venez leur faire cadeau de ce qu'ils vont découvrir ici
Et vous avez été heureux ce soir. Je pense que si vous voulez faire cadeau à vos amis, ben, invitez-les aussi à venir participer. Et ça vous donnera l'occasion de passer des belles soirées avec eux pour discuter de ce qu'ils auront entendu avec vous. Ça peut aller très loin hein, si on fait ça. Merci Nicole. Merci Ya, vraiment. Moi, vous m'avez fait pleurer. J'ai été très, très, très ému par tout ce que vous avez témoigné. C'était fantastique. C'est vraiment une des plus belles soirées que j'ai passées avec Tout là-haut dans le ciel. Vraiment, c'est bravo, bravo. Merci à vous tous. Quelle belle équipe. Je vous aime. Merci. Moi, je prends tout ton amour. Merci, Ya. À bientôt. Puis alors, les amis qui êtes là, eh bien, communiquez. La dernière méditation que vient de faire Ya, je vous invite à y penser, à la faire peut-être. Je vous donne un rendez-vous, moi, comme je le fais à chaque fois, tous les jours à 10h55 le matin. Faites une méditation comme cela pour la paix dans le monde. 1 minute, 2 minutes, un temps, arrêt, lentement, gentiment, avec le rire, pensez à l'amour et à la paix sur la planète. Voilà. Bonne nuit maintenant. Et puis à bientôt, parce que j'espère qu'on se reverra encore sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Vous avez encore tellement de choses à nous dire. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel,